Alors je suis content de vous voir d'abord parce que je vous aime. Je vous aime parce que vous redonnez du pouvoir à l'individu. Du pouvoir de choix, du pouvoir d'achat, du pouvoir d'exister, du pouvoir de s'intégrer. Et vous cassez tellement les frontières que Manuel Valls va finir par vous mettre sur écoute. Bon, ça c'est dit. Mais je suis aussi content de vous voir parce que je n'étais pas sûr que vous existiez. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas dans le débat public. Et je précise, le débat public, ce n'est pas BFM Business. Le débat public, c'est d'aller se tartiner Gérard Filoche sur RTL. Pourquoi ? Pourquoi Peter Thiel veut-il, que nous voyons tout à l'heure, veut-il larguer les amarres sur des îles en eau internationale hors de toute juridiction étatique, alors que Frédéric Mazzella veut rapatrier tout le monde dans le giron de l'État nounou avec Revient Léon? Pourquoi les uns ont-ils commencé dans des garages et les autres dans des incubateurs de la ville de Paris? Pourquoi rêve-t-on là-bas de transhumanisme et de voyage dans l'espace, et ici du vivre ensemble et de se baigner dans la Seine? Alors, vous me direz, il est difficile d'être libertarien quand on est financé par la BPI. Mais, vous savez, le colbertisme 2.0, cher à Arnaud Montebourg, que dis-je, théorisé par Arnaud Montebourg à la naissance de la BPI, n'est pas une fatalité. S'il est possible de changer notre ADN grâce à CRISPR, une biotechnologie made in France, en tout cas made par une Française, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas changer l'ADN de l'État français et lui rendre sa mission proprement révolutionnaire, donner à l'individu les moyens de son autonomie et au passage sabrer les corps intermédiaires que vous connaissez bien puisqu'ils barrent le chemin de la plupart de vos business. Rappelez-vous notre héros français, Isaac Le Chapelier, qui en 1791, dans un décret, un seul, annonça « Il n'y a plus de corporation dans l'État » et ce suivrait pendant un siècle. Ce n'est pas Colbert 2.0 qu'il nous faut, mais Le Chapelier 2.0. Car dans mon think tank, sur tous les sujets que nous étudions, des auto-écoles à la FinTech, passant par le coavionnage récemment ou l'open data santé, sujet que vous connaissez bien, vos sujets, on retrouve toujours le même schéma. Le régulateur de mèche avec les corps constitués, avec la bénédiction de l'opinion publique, à qui l'on vend des éléments de langage anxiogènes. Alors pourquoi ne vous entend-on pas? Ma question candide pour vous, c'est est-ce que vous êtes des disrupteurs ou simplement les successeurs en attente du capitalisme de connivence à la française, en jouant à Friends and Family avec les copains de promo ou les copains des planches? Est-ce que votre rêve, c'est de changer le monde ou d'être acheté par la SNCF? Quand allez-vous assumer votre place dans la cité, vous qui avez le pouvoir intellectuel et presque moral dans la société d'aujourd'hui? Parce qu'en l'état actuel des choses, soyons francs, vous détruisez des emplois et vous pillez des données. Et cela fait peur, à juste titre, à cette classe moyenne qui était jusqu'à aujourd'hui le socle de nos sociétés. Et cela nourrit les populismes. Et pourtant, vous auriez tant à dire, tant à expliquer pour que nous puissions bâtir de nouvelles politiques publiques conformes à ce nouveau monde que vous construisez. Il y a au moins deux choses que vous pourriez dire, et ce sont des suggestions. Je serais ravi de discuter avec vous. La première sur l'emploi, c'est de dire « average is over ». Et la deuxième sur les données, c'est « who owns the future ». Alors la première, c'est « average is over ». Vous aurez peut-être reconnu l'essai d'un économiste américain, Tyler Cowen, qui explique, mais 1000 rapports sont parus depuis, en quoi la révolution numérique et l'évolution de l'emploi en général, la bipolarisation du marché du travail ou que sais-je, réinventer l'idée même de travail. Et c'est finalement, average is over, la réponse aux manifestants de Nuit debout. Et je pense à cette pancarte de Nuit debout à la République, le CDI est en voie d'extinction. Et il faudrait avoir le courage de leur dire que oui, le CDI est en voie d'extinction, que c'est plutôt une bonne chose, et que Marx avait raison de dénoncer l'aliénation du salariat, là où le travail reste extérieur aux travailleurs, où le travail reste un sacrifice de soi, une mortification, je cite, où le lien de subordination est clairement inhumain. Et donc, si le salariat est mort, pas demain, bien sûr, ni après-demain, peut-être après-demain, mais s'il est mort parce que l'idée même du salariat, le rêve du salariat a cessé d'être valide, et d'ailleurs, moi qui recrute de nouveaux employés,
J'ai été frappé de voir, et ça m'a été confirmé par d'autres entrepreneurs, qu'une nouvelle réaction de la génération, même plus Y mais Z, c'est de dire « je ne veux pas de CDI ». Parce que culturellement, moralement, je n'aime pas ça. Alors bien sûr, le cadre réglementaire actuel n'est pas fait pour cette nouvelle mentalité, et on finit par les mettre en CDI pour qu'ils puissent avoir, pour qu'ils puissent louer un appartement. Et donc si le salariat est mort, eh bien vive l'activité, rémunérée ou non, multi-active, intense. Et Marx lui-même anticipait parfaitement ce monde, quand il imaginait la société communiste où l'on aurait la possibilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage de soir, de faire de la critique, entendez la critique kantienne pour les vicieux, après le repas, selon son bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique, c'est-à-dire sans jamais s'identifier à un métier. Aujourd'hui, vous pourriez remplacer chasseur, pêcheur et critique par chauffeur, prof d'informatique et twitto. Seulement, cette société, ce n'est pas le communisme qui l'a créée, mais l'ultracapitalisme, qui fait de toute chose un capital, y compris de ma chemise que je peux louer, et de tout capital un investissement. Alors n'allons pas penser que nous sommes entrés dans la société du partage, comme le dit hypocritement Rifkin. Nous sommes au contraire dans une société où la propriété privée n'a jamais été plus importante pour faire fonctionner des marchés qui sont des marchés hyper fluides. Parler aux chauffeurs VTC, ces produits de l'ère numérique, qui ne sont pas place de la République, parce qu'ils sont les vrais exclus du système, et qui passent la nuit non pas debout mais assis à leur volant. Eux galèrent évidemment, mais ils vous disent, et j'aimerais les enregistrer quand ils me le disent, je suis mon propre patron et j'ai la liberté de travailler quand je veux. Et ce sont avec eux, pour eux, qu'il nous faut bâtir ces nouvelles régulations. Et, je suis toujours dans mon average is over, la première de ces régulations, c'est le revenu universel. On en entend parler, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, moi je ne vous ai pas entendu en parler en tout cas, mais on en entend parler partout. Avant-hier, on lisait dans le FT un ancien sous-secrétaire au Trésor de l'administration Clinton qui concluait son article sur le revenu universel. Hier, Yanis Varoufakis, ancien ministre grec de l'économie, se déclarait, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent, faveur de basic income. Et puis, aujourd'hui, je lis dans les pages de Challenge, qui nous reçoit aujourd'hui, une tribune d'un économiste en disant finalement c'est une idée sérieuse. C'est une idée très sérieuse. C'est une idée qui a à peu près, enfin qui a 2 siècles si on remonte jusqu'à Thomas Paine, qui a 50 ans si on reprend la conception, disons, classique de l'impôt négatif par Friedman, qui a 30 ans en France quand elle a été importée par Stoléru et qu'elle a nourri toute une histoire intellectuelle et de politique publique qui ont conduit au RMI, à la PPE, à RSA. Et c'est une idée très puissante et qui refait surface, qui s'applique en tout état de cause, mais qui refait surface évidemment dans un monde, certes plus créatif, plus individuel, mais aussi beaucoup plus incertain, et où la nécessité d'un filet de sécurité, pour le coup établi par l'État, va être plus forte que jamais. Nos modèles sociaux ont été construits sur le consensus de l'emploi à vie de l'après-guerre. C'est ce qu'on lit dans Beveridge, c'est ce qu'on lit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, si ce modèle de l'emploi à vie, et ce modèle de l'emploi à vie faisait que la subvention, l'allocation, l'aide, était pensée comme un remède à des accidents de la vie, qui ne pouvaient être que des accidents momentanés, aléatoires, hasardeux. C'est pour cela que tous nos systèmes sociaux reposent sur l'identité et le contrôle des individus. Qui es-tu? Pourquoi en es-tu là? Que veux-tu faire? Où vas-tu aller? Et en fonction de toutes ces questions qui nourrissent d'amples formulaires bureaucratiques, on vous donne ou pas une aide qui reste conditionnelle. Le revenu universel est une logique inverse qui donne à tous la même somme qui permet, ensuite les versions divergent, enfin qui permet au moins de subvenir aux besoins de base. Absolument invraisemblable qu'il y ait 400 milliards de dépenses sociales en France aujourd'hui, qu'il y ait des gens avec une pancarte « j'ai faim » qui ont effectivement faim parce qu'ils n'ont droit à rien. Vous savez que 2/3 des bénéficiaires potentiels du RSA ne le demandent pas ou ne l'obtiennent pas. Et ce revenu universel, par ailleurs, permet évidemment d'asseoir une sorte de socle de revenus dans un monde où, si nous entrons dans la multi-activité, donc vous êtes des artisans, eh bien, ces revenus seront aléatoires, certains mois très forts, d'autres moins. Bref, le revenu universel assurera un socle, un lissage de ces flux discontinus de revenus.
Est-ce que c'est possible de le faire? Bien sûr, c'est possible de le faire. Nous, le modéliser économiquement, ça coûte beaucoup moins cher que les systèmes sociaux actuels qui ne marchent pas bien. Et ça prend des formes techniques telles que l'impôt négatif, où on fait de toucher votre universel sous forme de crédit d'impôt, mais je ne vais pas m'étendre sur tout ça. En tout cas, je pense que c'est à vous de vous saisir de ce genre de sujet. C'est pas un hasard si par ailleurs il émerge dans la Silicon Valley, où dernièrement, le mois dernier, un incubateur a débloqué un budget de, je crois, 2 millions pour que quelqu'un vienne travailler sur le sujet du basic income pendant 2 ans, et où de Jaron Lanier à Rifkin, c'est un sujet de conversation courant. Et il faut que ça le devienne, je pense, ici. Enfin, le deuxième sujet, c'est par rapport aux données, Who Owns the Future? Et là, vous aurez peut-être connu le titre de notre ouvrage, Jaron Lanier. Jaron Lanier, qui est un geek bien connu, multi-entrepreneur de la Silicon Valley, vous connaissez sans doute mieux que moi, qui a des dreadlocks jusqu'aux fesses, qui joue de la sitar et des instruments indiens, et qui est donc parfaitement légitime pour défendre les mécanismes de marché et la propriété privée, comme il le fait dans ce livre. Alors, le constat dont il parle, mais que beaucoup de gens font, c'est que le business model aujourd'hui de la plupart des plateformes, c'est le pillage de données. Les données sont dans la nature, les données sont res nullius, et c'est normal à l'émergence d'une nouvelle industrie, le premier qui les prend, on les garde. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de droit de propriété, autrement dit de patrimonialité sur les données, alors qu'il y a un droit de propriété sur les databases. Et je pense que cet état de fait est à la fois injuste et intrusif. Injuste parce qu'il repose sur cette illusion de la gratuité. Vous cochez des terms and conditions qui vous font céder l'ensemble de vos données personnelles. Terms and conditions absurdes, naturellement. Une étude de Carnegie Mellon University montre qu'un Américain moyen signe 1462 terms and conditions par an, qui font en moyenne 2518 mots, qui prendraient donc 76 jours pleins pour les lire. Alors, évidemment, il n'est pas question d'aller ensuite les négocier. PayPal, les terms and conditions de PayPal sont plus longs que Hamlet. GameStation a fait une petit jeu un jour et a décidé pendant une journée d'inclure dans ses terms and conditions la vente de son âme immortelle. 700 personnes ont donc cédé leur âme en une journée. Et quand vous lisez les terms and conditions de LinkedIn, ils sont particulièrement amusants et explicites. You grant LinkedIn a non-exclusive, irrevocable, worldwide, perpetual, unlimited and royalty-free right to us to copy, prepare derivative works to any information you provide. Même l'application Flashlight, qui vous permet simplement de vous éclairer, collecte vos données. Et les expériences, et ça donne les expériences absolument totalitaires de Facebook qui manipulent les sentiments de ses utilisateurs. Et je ne veux pas savoir les conclusions que tirera Facebook de ces milliards de photos qu'il brasse chaque jour avec des algorithmes sophistiqués. Alors vous allez me dire, ah oui, mais c'est technosceptique, etc. Non, bien sûr, les algorithmes améliorent le bien-être général et nous permettent d'accéder à de nouvelles possibilités. Et j'en viens au deuxième point, puis vous verrez qu'après on peut peut-être résoudre tout ça. Deuxième point, donc le premier point c'est que c'est injuste, le deuxième point c'est que c'est intrusif. Et c'est pire. En 3 clics sur Prime Minister, plus de 100 cookies sont collectés. Et tout ça repose sur la pub et le retargeting publicitaire, qui fait que vos données, pour être valorisées, vous reviennent sous la forme d'un monde qui est votre monde et dans lequel on vous enferme. C'est ce que l'activiste Eli Pariser, le fondateur de Havas, a appelé la filter bubble, la bulle du filtre. L'exemple le plus classique étant le fait que Google, moi je n'utilise plus que DuckDuckGo, puisque Google prend en compte l'historique des recherches de chacun et lui propose d'avoir ce qu'il veut voir, ce qui d'ailleurs contribue largement à nourrir les théories du complot, puisque quand vous passez votre temps sur des sites pro-palestiniens et que vous tapez Dreyfus, la première chose qui sort sur l'ordinateur, c'est Dreyfus coupable. Ce sont des vrais sujets. Et comme le dit Lanier, free signifie inévitablement que votre vie va être décidée par quelqu'un d'autre, et les objets connectés ne vont faire qu'accélérer cette tendance qui est une tendance à la norme, et à la normification, à la normalisation. Déjà aux États-Unis, vous avez des poubelles qui informent vos voisins de vos performances en recyclage.
peut-être un jour ces poubelles seront-elles obligatoires au nom du bien commun et de la protection de l'environnement. De même qu'il sera obligatoire d'être sur Oise de manière à éviter la congestion et les accidents, que celui qui ne sera pas sur Oise sera considéré comme un ennemi du peuple, créant des externalités négatives, des accidents et des embouteillages. Ok, donc, si les données sont le pétrole du XXIe siècle, comme on nous le rabâche, si, comme le dit la commissaire européenne Viviane Reding, elles sont évaluées à 1000 milliards d'euros d'ici 2020, etc., mon problème, ma question, c'est comment rendre cet argent aux producteurs des données, aux producteurs de pétrole. Les producteurs de pétrole, c'est vous et moi. Comment vous redonner contrôle et propriété sur vos données? C'est le problème classique des communs. Vous avez un champ qui appartient à tout le monde, et pour le moment, tout le monde l'utilise. Et aboutit à une utilisation sous-optimale de la ressource. Face au problème des communs, vous avez trois approches classiques de philosophie politique, et c'est extraordinaire de voir comme ces trois approches classiques, qui servent depuis 3 siècles, se retrouvent telles quelles sur le problème des data. La première approche, c'est la nationalisation. La deuxième, la régulation, social-démocrate. Et la troisième, la propriété privée, disons libérale. La nationalisation des données, au nom de l'intérêt général, c'est la thèse de la souveraineté numérique, qui est défendue par beaucoup en France, qui s'est retrouvée d'ailleurs glissée dans le projet de loi numérique, dans la loi numérique. C'est ce qu'a dit il y a une semaine Larry Summers. Les data sont le bien public ultime. Et donc, pourquoi ne pas les nationaliser, faire une agence des données qui collecte et encrypte l'ensemble des données de la population, ce qui suppose une foi quand même assez forte dans la bienveillance de l'État. Le deuxième, c'est la régulation, qui est plus ou moins la logique adoptée aujourd'hui par l'Europe et par la France, qui suit le mouvement. Dans une logique de droits et d'obligations, vous aurez des droits, le droit à l'oubli, le droit à voir les algorithmes, etc. Et puis les plateformes auront des obligations de transparence, de portabilité des données. Ce que le Conseil d'État appelle l'autodétermination informationnelle. Et cette logique de droit et d'obligation, la voie qui est prise aujourd'hui, à mon sens, vous allez en souffrir. Vous n'en souffrez pas encore, mais vous allez en souffrir parce qu'elle va être fortement judiciarisée et, à mon avis, extrêmement nocive aux innovations que vous essayez de faire. Et enfin, la troisième logique, et on voit bien que les gens tournent autour de ces problèmes, parce que ce sont des nouveaux problèmes. C'est d'ailleurs ça qui est passionnant, puisqu'on retrouve des vieux sujets, des vieux débats politiques sur des champs complètement vierges. Et enfin, la dernière approche, qui est celle que je défends et sur laquelle nous travaillons avec des juristes et des économistes, même si on n'a pas encore conclu ces travaux-là, c'est la propriété privée. Quid de la patrimonialité des données? Ce que défend Lanier. Chacun devient propriétaire au sens du droit de propriété de ses données. Et de même que la révolution industrielle a conduit à élargir le droit de propriété au brevet, à la propriété intellectuelle, peut-être nous semblera-t-il complètement aberrant dans 20 ans de ne pas avoir de droit de propriété sur les données produits de la révolution numérique. Ainsi, vous avez une propriété privée sur les données, du coup vous avez une monétisation des données qui permet à chacun de différencier sa valeur. Mes données ne valent pas les vôtres. Et c'est pas parce que je suis plus riche. Les données du chauffeur routier valent énormément pour une plateforme de trafic en temps réel. Les miennes qui prend ma voiture le dimanche ne valent rien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le chauffeur routier et moi-même cliquons ces terms and conditions que nous ne comprenons pas et tout est gratuit pour les deux. Que demain, dans une logique de propriété privée, le chauffeur routier sera payé très cher et que moi je paierai pour accéder à cette plateforme. Ainsi, vous retrouverez une relation de marché bilatérale plus saine entre les utilisateurs et les plateformes, en évacuant donc du business model cette pub et ce filter bubble dont nous parlions. Ou du moins, vous laisserez à chacun la possibilité d'entrer ou non dans cette logique de l'algorithme, en se dépossédant ou non, et selon les termes qu'il aura négociés, de ces données, qu'ils auront négociés à plusieurs, puisqu'on imagine évidemment que, comme pour le droit de propriété intellectuelle, les gens pourront se regrouper pour négocier leurs données auprès des plateformes. Vous rendrez de l'argent aux gens, tout simplement, parce que vous rendrez de l'argent aux producteurs. Lanier imagine même que ça puisse être une source de subsistance dans cette société où beaucoup n'auront plus d'emploi salarié. Et si vous combinez ça avec le revenu universel, vous commencez à voir un socle se dégager. Lanier imaginant même des nanopaiements, un système technique de nanopaiement, flux continu de trafic de données qui auront donc une valeur de marché. L'objection qu'on fait en France à cette logique, très intéressante, parce qu'elle aussi
s'ancre dans, disons, des décennies, à mon sens, de tradition paternaliste. L'objection qu'a fait noir sur blanc le Conseil d'État à la logique de la patrimonialité, qu'il a analysée, c'est qu'elle suppose de renoncer à la logique de protection, puisque chacun pourra faire ce qu'il souhaite de ces données, les vendre, les louer, en leasing, pas en leasing, en faire des dérivés, ce qu'il veut. Transmettre, d'ailleurs, en héritage, comme il l'entend. Et le Conseil d'État dit que ce serait renoncer à la logique de protection. Et ainsi, on voit d'ailleurs un argument qui ressort chez d'autres juristes, que s'il n'y a pas de patrimonialité des données, c'est qu'il n'y a pas de patrimonialité du corps. Et vous voyez comment, du coup, cette question des données est liée à la question aussi du transhumanisme et des utilisations que l'on peut faire de son propre corps. Donc je dirais que GPA, data, même combat. Être propriétaire de son corps, c'est être propriétaire de ses données. Et c'est un des grands combats à mener pour les années qui viennent. Voilà, donc je conclurai en disant que je vous aime, bande de pilleurs, voleurs, exploiteurs. Eh ben, merci beaucoup.